Comme vous le savez peut-être déjà, acheter une action dite individuelle revient en fait à acheter une toute petite partie d'une société de votre choix. La société en question pourra donc utiliser l'argent que vous investissez, mais en contrepartie, votre action prendra de la valeur si l'entreprise en prend elle aussi, ce qui a généralement tendance à se produire. C'est d'ailleurs pour ça que le marché monte en moyenne de 10% historiquement. Autrement dit, si vous voyez une société qui a selon vous de l'avenir, eh bien vous pouvez vous faire de l'argent grâce à eux, à un taux qui sera en moyenne bien supérieur à celui d'un livret A ou autre placement sécurisé. Sachant ça, est-ce une bonne idée d'investir de cette façon, ou y a-t-il mieux à faire avec votre argent? Pour répondre à ça, il nous faut comprendre les avantages et inconvénients des actions individuelles. L'avantage principal est que si vous aviez raison et que l'entreprise a effectivement un bel avenir devant elle, eh bien vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous gagnerez possiblement plus que la moyenne du marché, et quelquefois bien plus même. Ainsi, pour prendre l'exemple d'Apple, donc la plus grosse capitalisation boursière qui existe en 2023, leurs actions ont pris une augmentation de 3165% de 2010 à aujourd'hui. Sur cette période, un investissement de 5,81 $ est devenu 189,71 aujourd'hui. Alors que si vous aviez investi dans l'ETF Vanguard Total World au 1er janvier 2010, vous auriez payé 43,09 $ pour une part, et celle-ci serait devenue seulement 97,45 $ aujourd'hui, soit une augmentation de 126,15% sur une période de 13 ans, ce qui reste acceptable, mais loin des performances d'Apple. Pourtant, cette vidéo parle bien d'éviter les actions individuelles. Alors pourquoi? Comment se fait-il qu'investir dans quelque chose aussi rentable qu'Apple ne soit pas nécessairement une bonne idée? Eh bien parce qu'ils sont devenus la plus grosse capitalisation boursière. Donc forcément cet exemple sied très bien à quelqu'un qui défend les investissements dans des actions individuelles. On pourrait se dire que c'était un peu évident qu'Apple allait grossir comme ça. Les smartphones, c'est l'avenir. Et de l'autre côté, il y a l'exemple inverse comme IBM. Ils étaient l'avenir eux aussi. Énorme entreprise créée en 1911 et très présente dans l'informatique en général depuis le début. Pourtant, leur action coûtait 125 $ en janvier 2010 et seulement 152 aujourd'hui, soit 21,6% d'augmentation sur 13 ans. Pire que le livret A si on prend les taxes en compte. Et il y a des exemples encore bien pires évidemment. Pour en citer un français, nous pouvons prendre celui de Casino. L'enseigne de grande distribution que vous aimiez peut-être bien étant plus jeune en vous baladant avec vos parents. Cette nostalgie vous a peut-être donné envie d'y investir en janvier 2010, jour où leurs actions se portaient raisonnablement bien et ne montraient aucun signe bien inquiétant. Les gens iront toujours dans les grandes surfaces. On commence à savoir que le principe de pouvoir tout acheter au même endroit plaît à la population. Vous auriez donc acheté une action chez eux à 62 €. Eh bien celle-ci ne vaudrait plus que 86 centimes aujourd'hui, soit une perte d'environ 98,5%. Et oui, il y a un peu de tout dans le marché. Et la plupart du temps, si vous ne travaillez pas au Congrès américain, c'est de la chance. Personne n'aurait pu prévoir en 2010 le moindre de ces résultats. Aucun d'eux n'a eu de logique particulière. Beaucoup d'entreprises peuvent représenter l'avenir si on argumente comme il faut. En résumé, acheter des actions individuelles basées sur des émotions ou sentiments revient vraiment à jouer au casino concrètement. Il en va d'ailleurs de même avec les crypto-monnaies, en version encore plus exacerbée, car elles ne sont pas basées sur bien grand-chose. Les actions ayant quand même le mérite d'être basées sur des entreprises bien réelles. L'autre problème avec les actions individuelles est qu'il faut les chouchouter. Si le marché prend de la valeur en général, chaque action individuelle a sa propre histoire et peut très bien s'écrouler d'un coup, tout comme elle peut très bien monter super vite. Et dans ces deux cas, un arbitrage de votre part sera nécessaire. Qu'elle chute trop vite ou qu'elle ne monte étrangement haut, il sera intéressant de considérer la vendre au bon moment. Et c'est bien le problème, vous ne pouvez pas trop vous permettre de les délaisser car les risques sont bien réels. Et cela engendre un certain stress, c'est indéniable. Surtout si vous y avez placé un gros pourcentage de votre patrimoine. Car oui, les risques auxquels une entreprise fait face sont nombreux. Elle peut par exemple causer un désastre environnemental, comme avec l'affaire Volkswagen en 2015, ou même avoir un scandale, ou encore devenir simplement inintéressante selon les investisseurs, ce qui lui fera entamer une descente ou une stagnation très longue. Je pense encore une fois à IBM ici. L'autre problème, c'est que si vous revendez vos actions à la suite d'une belle hausse, eh bien vous paierez des impôts sur les plus-values qui seront de 30% si vous n'investissez pas depuis un PEA, ce qui sera donc le cas si vous êtes intéressé par les grosses sociétés technologiques américaines. Donc vous ne gagnerez pas tant que ça, mais ce n'est pas tout, car si vous revendez un peu comme ça au doigt mouillé, parce que vous estimez que c'est le moment d'encaisser des plus-values, alors que vous ne souhaitez pas encore vivre de vos investissements, eh bien vous achèterez peut-être d'autres actions, et dans ce cas, vous paierez des frais bien sûr. Donc de s'amuser à acheter et revendre vous coûte des impôts sur plus-value et des frais d'achat dans le futur. En fin de compte, si votre but est de vous enrichir en prenant en compte un bon équilibre entre les risques et la récompense, il sera plus intéressant de vous rediriger vers les ETF.
Ce sont des paniers complets d'actions, qui sont donc bien moins volatiles. Car si vous investissez dans 99 entreprises de plus que juste Apple, eh bien les risques de voir votre portefeuille faire de grands bonds vers le bas mais aussi vers le haut sont largement plus faibles, ce qui est rassurant. Vous pourrez d'ailleurs investir là-bas depuis un plan d'épargne en actions, ce qui transforme les 30% d'impôt sur vos plus-values en 17,2%. Et ce n'est pas tout, vous êtes tellement bien diversifié que vous n'avez pas tellement besoin de faire attention au marché. Qu'il monte ou descende, qu'il y ait des scandales ou pas, attendez-vous à avoir des gains un peu plus stables qui tendront inévitablement vers le haut, plus ou moins suivant l'ETF que vous utilisez. Car oui, il en existe plusieurs et peuvent s'adapter à votre tolérance au risque. Il y en a beaucoup de disponibles sur le plan d'épargne en action, mais il est assez simple de comprendre où est le rendement historique. Les États-Unis sont le marché le plus rentable historiquement, et d'assez loin. Les performances passées ne préjugent pas forcément des performances futures évidemment, mais bon, j'ai du mal à m'imaginer que les mastodontes américains comme les GAFAM, Nvidia, Tesla, General Motors, McDonald's, Coca-Cola pour ne citer que, deviennent soudainement terriblement obsolètes. Donc a priori, plus vous investissez dans les grandes entreprises américaines et plus votre rendement sera bon. À partir de là, vous pouvez investir en Europe, en Asie, dans les pays latino-américains pour ajouter un peu de diversification. Et si vous le faites, vos rendements seront possiblement moins hauts, et encore ce n'est pas acté comme nous le disions plus tôt, mais surtout vous vous protégez un peu des troubles qu'il pourrait y avoir aux États-Unis. Mais bon, s'il y a un crash là-bas, cela se répercutera quand même un peu partout. Il vous faut donc avoir du temps devant vous, ce qui est d'ailleurs un peu la base d'un investissement en action. Acheter des actions en étant obligé de les revendre à un certain moment assez proche est inconfortable, car elles pourront très bien être dans le rouge à la suite d'un crash au pire moment. Alors que si vous avez le temps, eh bien vous pouvez juste attendre que le crash rebondisse, comme cela s'est inévitablement produit dans l'histoire. D'ailleurs, les années les plus rentables de la bourse ont toujours été celles qui suivent des crashs. Donc si vous possédez des ETF, pas besoin de les regarder tous les jours ni de les revendre pour un oui ou pour un non. Gardez-les un long moment et commencez à les revendre tout doucement le jour où vous souhaiterez en vivre. Vous ne paierez d'ailleurs pas beaucoup de taxes, car vous ne devez passer à la caisse que quand vous retirez réellement de l'argent. Donc si vous suivez cette stratégie, vous n'avez rien à gérer et vous ne paierez jamais d'impôt sur une grosse partie de vos investissements, car vous n'avez jamais besoin de tout revendre d'un coup a priori. Voyez ça comme une poule qui vous pond des œufs dorés chaque année. Vous pouvez les manger, mais il ne faudra jamais tuer la poule, sinon vous n'aurez plus d'œufs. La poule étant vos investissements au total, et les œufs étant vos intérêts. Vous ne payez de taxes que sur les œufs. Maintenant que nous avons vu cette magnifique métaphore, il vous reste maintenant à définir votre stratégie. Et pour vous aider en ce sens, je vous invite à regarder ma vidéo sur la diversification dont le lien apparaît en haut et en description. Vous y découvrirez par où commencer et à quel point il est rentable de commencer par des actifs plus risqués comme les ETF avant de passer sur d'autres qui le sont moins comme par exemple les SCPI. Car si investir en immobilier peut être un véritable casse-tête, qui demande en plus un gros billet d'entrée si vous ne prenez pas de crédit, les SCPI sont bien différentes. Elles sont aussi des investissements en immobilier, mais à 3 différences près. Une seule petite part revient à investir dans des dizaines ou des centaines de biens immobiliers d'un coup. Une société spécialisée le gère pour vous, donc vous n'avez rien à faire. Et le billet d'entrée n'est pas bien cher, 200 € pour la plupart. Mais ces investissements sont moins rentables que les actions en général, comme vous le verrez lors de ma vidéo sur la diversification que vous allez bien évidemment visionner après celle-ci. Car un investissement de 500 € pendant 40 ans dans le S&P 500 à un taux historique de 11,82% annuel vous reviendra à 5 557 539 €. Mais le même investissement en SCPI à un taux de 5% vous reviendra plutôt à 763 010 € seulement. Ces chiffres sont un peu exagérés. Celui des actions ne prend pas en compte l'inflation, alors que celui des SCPI la prend beaucoup plus en compte, voire complètement, car vous percevez des loyers, oui, mais le prix des biens immobiliers monte lui aussi en général, et cela s'applique aux parts que vous achetez. Mais bon, on commence sérieusement à divaguer, donc il est peut-être temps que je disparaisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.